L'histoire commence par un aperçu de la vie douloureusement tranquille de Frank Moses, un ancien agent de la CIA qui mène désormais une existence solitaire en banlieue. Au cours des 2 dernières années, ses journées se sont succédées comme des copies conformes, un cycle monotone fait de réveils, de tâches ménagères et de couchers solitaires. Son seul véritable lien humain était une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, une joyeuse employée d'un centre d'appel nommée Sarah Ross, qui travaillait au bureau des pensions militaires. Pour rompre l'ennui écrasant de son âme et avoir une excuse pour entendre sa voix. Frank appelait régulièrement Sarah et prétendait que son chèque de pension n'était pas arrivé. Ses problèmes inventés étaient son seul lien avec le monde extérieur et sa seule chance de parler au téléphone à la femme dont il tombait lentement mais sûrement amoureux. La solitude de Frank était palpable. Un soir, la routine tranquille de la retraite de Frank a été violemment bouleversée. Alors qu'il se levait pour aller aux toilettes, une équipe de forces spéciales lourdement armée, qui s'était infiltrée silencieusement dans sa maison, est entrée en action pour le tuer. La raison de cette attaque contre un retraité tranquille n'était pas encore claire, mais ils avaient gravement sous-estimé leur cible. Dès le début de l'attaque, les instincts endormis de Frank ont pris le dessus. Mais le combat était loin d'être terminé. Sachant que d'autres assassins l'attendaient à l'extérieur, Frank réfléchit à la manière de s'y prendre. Il ramassa les balles des soldats tombés au combat, les jeta dans une poêle chaude sur la cuisinière pour créer le bruit d'une fusillade et profita de la diversion pour se faufiler dans la cave et récupérer son ancien équipement. Alors que sa maison était détruite par une pluie de balles et de grenades provenant de l'extérieur, Frank avait déjà une longueur d'avance et planifiait son prochain coup. À des kilomètres de là, Sarah venait de rentrer chez elle après avoir dîné lorsque sa porte s'ouvrit et qu'un étrange vieil homme apparut dans son appartement. Pensant qu'il s'agissait d'une sorte de maniaque, elle paniqua, saisissant tout ce qu'elle pouvait et le lui lançant dessus. Le choc se transforma en terreur lorsque cet homme, qu'elle ne reconnaissait pas, insista pour qu'elle le suive immédiatement. Frank tenta de lui expliquer qu'elle était en grand danger, mais il n'y avait pas le temps pour des explications polies. Il fut contraint de la mettre hors d'état de nuire, de lui coller la bouche avec du ruban adhésif et de l'enlever sans trop se soucier de sa sécurité. Entre-temps, le récit présente l'homme chargé de traquer Frank. Il s'agit de l'actuel agent de pointe de la CIA, un agent perspicace et impitoyable nommé William Cooper. On le voit mener à bien une mission en faisant passer un meurtre pour un suicide. Peu après, sa supérieure, Cynthia Wilkes, l'appelle pour lui confier une nouvelle mission. Sa prochaine cible, lui dit-elle, n'est autre que Frank Moses. Frank a caché Sarah dans une chambre de motel où il a été contraint de l'attacher au lit pour l'empêcher de s'échapper à nouveau. Il rendit ensuite visite à son vieil ami et mentor de l'époque de la CIA, Joe, qui vivait désormais ses derniers jours dans une maison de retraite pour espions. Frank avait besoin de son aide pour comprendre qui était derrière l'attaque et pourquoi il cherchait soudainement à l'éliminer maintenant qu'il était à la retraite. Alors qu'ils s'occupaient de cette énigme, ils découvrirent leur première véritable piste. La même équipe de tueurs qui était venue chercher Frank avait récemment assassiné un journaliste à New York. Quiconque avait été en contact avec Frank était désormais une cible, y compris Joe lui-même. Tout en se déplaçant, Cooper fouillait dans la vie de Frank et découvrit rapidement les appels fréquents à Sarah Ross. Son timing ne pouvait pas être meilleur. Peu après que Frank ait quitté le motel, Sarah avait réussi à se libérer de ses liens et avait appelé la police pour demander de l'aide, jouant sans le savoir le jeu de la CIA. Juste au moment où ils étaient sur le point de l'arrêter, Frank, anticipant ce coup, revint sur ses pas et intervint, sauvant Sarah des faux policiers dans une pluie de balles. Non seulement Frank était dans le collimateur, mais un autre tueur de la CIA est arrivé à la maison de retraite et a tué son mentor, Joe, confirmant que tout le réseau était systématiquement éliminé. Pour aller au fond de la conspiration, Frank et Sarah retrouvent la mère du journaliste assassiné. La femme leur a remis une carte postale que sa fille avait envoyée peu avant sa mort. Frank a reconnu qu'une série de chiffres sur la carte postale était un code, un indice qui les a menés à un livre spécifique dans une bibliothèque publique. Dans les pages de ce livre, ils ont trouvé un document effrayant. Il s'agit d'une liste d'assassins. En parcourant les noms, ils réalisent avec une terreur grandissante que presque toutes les personnes figurant sur la liste sont mortes récemment dans des circonstances mystérieuses, et que le nom de Joe y figure également. Pendant ce temps, Cooper, déconcerté par les capacités légendaires de ce retraité apparemment ordinaire, retourne voir sa supérieure, Cynthia, pour obtenir des réponses. Cette dernière lui accorde un accès exceptionnel aux archives de la CIA afin qu'il puisse consulter le dossier confidentiel de Frank. Le vieux gardien des archives, un homme du nom de Henry, s'est pratiquement illuminé lorsqu'il a entendu le nom de Frank.
Il explique à Cooper que Frank Moses n'était pas un agent comme les autres. C'était un fantôme, une légende, probablement l'agent le plus efficace et le plus dangereux que l'agence ait jamais produit. Il avait renversé des gouvernements, abattu des barons de la drogue et assassiné des cibles de grande valeur dans le monde entier. Tout en laissant toujours derrière lui une scène propre. Selon les registres officiels, Marvin était mort dans un incendie des années auparavant. Mais Frank le savait bien. Il savait que son ancien collègue était un survivaliste paranoïaque qui avait mis en scène sa propre mort dès sa retraite, prévoyant qu'un jour, le gouvernement viendrait le chercher. Frank l'avait retrouvé vivant complètement coupé du monde, un homme enveloppé dans un camouflage et des théories du complot. Malgré son excentricité, Marvin était un brillant analyste. Il tenait toujours un registre privé détaillé de toutes leurs anciennes missions. Et après avoir croisé les noms de la liste des cibles, il trouva le fil conducteur. Chaque personne visée avait participé à une mission top secrète au Guatemala en 1981. Leur mission était d'effacer toutes les preuves d'un massacre brutal d'un village perpétré par un puissant fonctionnaire américain. Il devint évident que ce même fonctionnaire était désormais engagé dans une course politique sérieuse et assassinait systématiquement toutes les personnes qui connaissaient ces crimes de guerre passés afin de s'assurer que le secret reste enfoui. N'ayant aucun autre témoin, Frank élabora un plan en partie fou et en partie génial. Il allait faire irruption dans les locaux de la CIA. Il fit appel à un ancien rival de la guerre froide, un agent des services secrets russes nommé Ivan Simonov. Frank avait épargné la vie d'Ivan des années auparavant, laissant aux Russes une dette d'honneur. Le moment était venu de la faire payer. Sachant que la Russie était l'un des rares pays capables de s'infiltrer dans les services secrets américains, Frank demanda à Ivan de l'aider à pénétrer dans le ventre de la bête. Le lendemain, Frank et Sarah entrèrent directement dans le quartier général de la CIA. Ils furent chaleureusement accueillis par le gardien des archives, Henry, une vieille connaissance plus fidèle à Frank qu'à l'agence. Henry l'aida volontiers à trouver le dossier top secret sur la mission au Guatemala de 1981. Avant de partir, il fit un bref arrêt dans le bureau de William Cooper pour régler ses comptes. Il tendit une embuscade au jeune agent vedette de la CIA, bien que Cooper ait opposé une résistance acharnée, l'expérience du vieux maître l'emporta, laissant Cooper meurtri et contusionné. Frank a volé la carte d'accès de Cooper, mais il a maintenant un nouveau problème. Il était blessé et couvert de sang et ne pouvait pas sortir facilement. Réfléchissant rapidement, il s'est glissé dans un entrepôt, a fabriqué un petit engin explosif avec des matériaux simples, puis a déclenché l'alarme incendie. Alors que la panique envahissait le bâtiment et que les employés s'empressaient d'évacuer, Frank sortit calmement avec les pompiers qui avaient répondu à l'appel, faisant semblant d'être l'une des victimes blessées de l'explosion. Marvin attendait dans le parking avec une ambulance volée comme véhicule de fuite, mais le vrai choc se trouvait à l'arrière. Joe était assis là, bien vivant. Il s'avère qu'il avait anticipé l'attaque de la maison de retraite, mis en scène sa propre mort et éliminé le jeune assassin envoyé pour le tuer. L'équipe réunie emmène Frank se faire soigner pour sa blessure par balle par une autre vieille amie de son passé, une gouvernante apparemment bonne et honnête nommée Victoria, qui est en réalité une ancienne agente du MI6 redoutable et toujours l'une des meilleures tueuses à gages au monde. Après que Victoria l'ait soignée, l'équipe a enfin examiné le dossier secret que Frank avait volé à la CIA. Ce dossier leur fournit le prochain indice important. Le nom d'un puissant trafiquant d'armes, Alexander Dunin, un homme lié à la mission au Guatemala qui était étrangement absent de la liste originale des tueurs. L'équipe élabore un plan sophistiqué pour soustraire Dunin au nez et à la barbe de la CIA. Joe s'est déguisé en haut fonctionnaire africain pour obtenir un entretien privé dans la villa fortifiée de Dunin. La diversion a parfaitement fonctionné. Pendant que Dunin était distrait par Joe, Frank et Marvin ont fait irruption dans sa panic room et l'ont kidnappé. Après une intense persuasion, Dunin a finalement cédé et a tout raconté. Le responsable du massacre du village guatémaltèque était à l'époque un jeune lieutenant ambitieux qui avait depuis fait carrière pour devenir l'actuel vice-président des États-Unis. Avec une campagne présidentielle à l'horizon, il avait ordonné à la CIA d'assassiner toutes les personnes impliquées dans cette ancienne mission afin de s'assurer que son sombre secret reste enfoui à jamais. La propriété fut envahie par des gardes lourdement armés et peu après, William Cooper en personne arriva sur les lieux. Victoria, observant depuis son nid de tireur d'élite, avertit Frank qu'ils étaient complètement encerclés. Cooper donna à Frank un ultimatum d'1 minute, se rendre ou être exécuté. Joe, dans un dernier acte de courage et d'amitié, décida de se sacrifier. Il sortit calmement par la porte principale, se présentant comme une cible. Alors que l'équipe de la CIA de Cooper ne tirait pas, une équipe de sécurité privée fidèle au vice-président tua Joe de sang-froid.
dans le chaos qui s'ensuivit, Frank et Marvin s'enfuirent avec Victoria qui leur fournit une couverture de tireurs d'élite pour les aider à franchir le périmètre. Malheureusement, pendant cette fuite effrénée, Sarah a glissé et a été capturée par les hommes de Cooper. Alors que tout semblait perdu, Ivan, leur contact russe, est arrivé en voiture, offrant à Frank et Marvin une échappatoire de dernière minute. Sachant que Frank allait bientôt passer à l'action contre le vice-président, Cooper s'est arrangé pour être affecté à la garde rapprochée du vice-président lors d'un gala de collecte de fonds imminent, se plaçant ainsi au centre de la tempête qui s'annonçait. Marvin, paranoïaque mais brillant, s'est glissé dans la foule, déguisé en membre du personnel de restauration de l'hôtel. L'élégante Victoria et l'imposant Ivan ont franchi la porte d'entrée, se faisant passer pour des invités fortunés et distingués, s'intégrant parfaitement à la foule de la haute société. L'élégante Victoria sortit avec désinvolture de la salle de bal et ferma les portes principales de l'extérieur à l'aide d'un morceau de son collier. Tandis qu'Yvonne semait la panique à l'intérieur en simulant une fuite de gaz, l'équipe de sécurité du vice-président, dont la sortie principale était désormais bloquée, fut contrainte de détourner l'évacuation vers une sortie secondaire. Une dernière limousine s'approcha de l'entrée, semblant venir à la rescousse. Cooper, sentant un piège, sauta sur le capot de la voiture pour empêcher le vice-président de partir, mais il était trop tard. Le chauffeur s'avéra être Frank, qui kidnappa rapidement le vice-président et partit, laissant Cooper au milieu du chaos. Les cartes étant désormais sur la table, Frank a appelé Cooper et lui a exposé ses conditions pour un échange d'otages, le vice-président contre Sarah. La rencontre fut fixée dans un site industriel désolé. Comme promis, la supérieure de Cooper, Cynthia Wilkes, arriva avec Sarah. Mais elle n'était pas seule. Le trafiquant d'armes Alexander Dunin était avec elle, révélant ainsi le dernier niveau de la conspiration. Le vice-président n'était que leur pion politique pour faire taire son complice et régler la dernière question en suspens. Ayant vu le véritable cœur pourri de l'opération dont il avait fait partie, Cooper fit son choix. Au lieu de menotter Frank, il se retourna soudainement et tira sur sa patronne corrompue, Cynthia. Le coup de feu fut le signal qui déclencha l'enfer une dernière fois. Frank, Marvin et Sarah, fraîchement libérés, éliminèrent rapidement et efficacement Dunin et ses hommes. Ensuite, Cooper, désormais le plus haut fonctionnaire encore debout, dit à Frank de prendre Sarah et de partir. Il promit de nettoyer tout le gâchis, d'enterrer l'incident sous une telle bureaucratie que Frank Moses pourrait enfin profiter de la retraite paisible dont il avait toujours rêvé.